à tous sur ce Nour Info au sommaire. Au lendemain de la dissolution du bureau de la mutuelle de l'Université Omar Bongo de Libreville par les autorités rectorales, les étudiants de l'UOB ont été sommés de quitter le campus. Et puis sport, football, la marque Ereya vient de procéder à la remise d'équipements au club de première division professionnelle au cours d'une cérémonie au stade d'Angonji. Voilà pour le sommaire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au lendemain des vagues de violence survenues au sein de l'Université Omar Bongo de Libreville, les autorités rectorales, au regard de la situation actuelle, ont décidé de faire partir les étudiants du campus universitaire. L'effectivité de cette décision avec Ahmed Ferland-Beni et Vaka. Des véhicules qui rentrent vides et qui ressortent pleins, chargés de matelas, de sommiers et autres mobiliers, plantent le décor au sein de l'Université Omar Bongo pour une seule raison, le déménagement des étudiants résidant au campus universitaire. Non, je vais à la maison. Hein? Je vais à la maison. Retour au Bercail. Oui, retour au Bercail. J'espère est-ce qu'il y a quand même la place à la maison? Pardon? Il y a quand même de la place à la maison? Pas vraiment, mais bon. On va faire avec. Près de 1000 étudiants et familles ont libéré les dortoirs du campus depuis ce matin. Pour le chef de palier du pavillon B, cette décision de l'autorité rectorale est un retour aux sources. Nous nous soumettons volontiers face à la décision gouvernementale. Voilà un peu raison pour laquelle vous voyez un peu par-ci, par-là, les affaires des étudiants. Mais ce qui est marrant, des gens comme nous et des gens qui n'ont pas, par exemple, des parents à Libreville, on ne sait pas comment faire. Là, toute la nuit, je n'ai pas dormi parce qu'il fallait aller faire des prêts par-ci, par-là pour que je reparte dans mon village. Plus que la ville ne m'aime plus, je préfère alors faire mes pièges. Au moins, je vais valoriser ma licence S-lettres au village. Obligés de cuisiner en plein air pour assouvir leur faim. La vie des étudiants n'ayant pas de parents à Libreville est un véritable calvaire en perspective. Comme vous voyez tout ça, la majorité des étudiants qui sont ici n'étaient pas prêts. Ici, il y a des boursiers, il y a des étudiants boursiers qui n'ont pas encore perçu leur bourse. Et ils ne savent pas comment faire. Les parents, ils n'en ont pas. Comment ils vont faire pour pouvoir entrer en province, ceux qui reviennent des provinces? Et on ne sait pas vraiment, on ne sait pas. Mettre les étudiants à l'abri des menaces de déstabilisation et d'insécurité, telles que constatées la semaine dernière, déclare le corps rectoral. Vivement que les cours reprennent vite afin de permettre aux étudiants de sauver leur année académique. Plusieurs semaines après le lancement par le Premier ministre chef du gouvernement, les travaux de la commission ad hoc sur le dialogue social se poursuivent au stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angonji. L'ambiance amorcée des premiers jours reste toujours d'actualité. Fatih Reina nous fait le point sur les images d'Isiak Fafonmi. Plusieurs semaines après le lancement des travaux de la commission ad hoc sur le dialogue social, les différentes commissions et sous-commissions poursuivent leurs réflexions en esquissant quelques pistes de solutions pouvant assainir le climat social dans notre pays. Sur le plan méthodologique, nous pouvons être à l'aise de vous dire que notre travail se déroule parfaitement, étant entendu que la commission est composée des hommes et des femmes de valeur qui ont effectivement une certaine expérience dans cette matière. Donc il y a plusieurs inspecteurs principaux du travail avec nous, les membres des confédérations syndicales, les membres des syndicats autonomes. Donc à partir de ce moment, nous sommes en train de plancher sur la représentativité syndicale. Et à partir de ce moment, nous nous sommes fait donc une méthodologie du travail qui devait nous permettre de produire le juste à temps, à savoir qu'en parlant de la représentativité syndicale, nous avons estimé qu'il fallait dans un premier temps définir la représentativité syndicale, c'est-à-dire ce que veut dire la représentativité syndicale. Et dans un deuxième temps, nous avons donc planché sur l'importance de la représentativité syndicale dans un pays qui se veut bien entendu émergent. Parce que vous savez que la représentativité syndicale, en fait, c'est quand même un indicateur de performance d'une démocratie sociale qui avance.
Donc tant que dans notre pays, nous restons d'ailleurs uniques certainement sur le plan planétaire à ne pas s'intéresser à cette notion de la représentativité au sein des organisations, parce que ça cause véritablement de problèmes dans notre pays. La sous-commission sur la représentativité syndicale de par la célérité et le climat qui prévaut compte pour sa part jouer sa partition en élargissant son volume de travail et compte par ailleurs marquer son passage durant cette phase réservée aux propositions. Et puis, vous suivrez dans quelques instants, à la fin de cette édition d'information, Albert Bernard Bongo, président de la sous-commission secteur privé, comme invité de la rédaction en entretien avec Ousmane Mbina. Notons qu'au fur et à mesure que les jours passent, les commissions mettent un coup d'accélérateur sur les travaux en commission en intensifiant leurs réflexions, comme c'est le cas ici de la sous-commission secteur privé qui, quelque temps après, a tenu sa plénière, était pour le compte de Nour TV, Ousmane Mbina et El Hadjissiak Baudrin Fafouni. Identifier et répertorier les aspects et autres questions relatives au climat social dans notre pays sont également la ligne de mire de la sous-commission secteur privé dont les travaux semblent connaître un véritable coup d'accélérateur, ce au vu de la volonté affichée par les commissaires résolus et déterminés à cette ultime étape des travaux d'intensifier autant que nécessaire leurs différentes réflexions. Nous sommes dans la sous-commission secteur privé qui regroupe l'ensemble des partenaires sociaux, donc exerçant dans le secteur privé, les syndicats d'entreprise, les travailleurs indépendants, etc. Et donc nous avons organisé notre travail autour d'ateliers de travail. Il y en a 5 en tout, qui ont eu à peu près une semaine pour peaufiner leur travail au sein d'ateliers consensuellement constitués. Et donc il s'agit aujourd'hui de faire une plénière de la sous-commission secteur privé pour que les bureaux des ateliers qui ont été mis en place puissent faire devant la plénière un rapport d'étape du travail qui leur a été confié, parce que tous ces rapports devront converger vers le bureau de la sous-commission qui devra à la fin rédiger un rapport unique qui sera présenté à la grande commission ad hoc sur le dialogue social. Comme on peut le constater, les secteurs d'activité de notre pays sont bel et bien représentés au sein de chaque groupe de travail, comme c'est le cas de cette commission. On a essayé d'avancer sur les aspects du tourisme, du département du tourisme, mais également la culture et art. Aujourd'hui, il est question d'entamer la question de jeunesse et sport. Jeunesse et sport, loisirs. Cette sous-commission concernant la jeunesse, sport et loisirs, et nous allons nous focaliser dans la dissolution selon les partenaires sociaux, dans la dissolution des agences. Pour l'intérêt du pays, les parties concernées sont invitées à jouer franc jeu en relevant le défi dans l'optique de mener à bien les travaux de la commission ad hoc du dialogue social. Les violences faites aux enfants demeurent une des missions premières des organisations non gouvernementales et autres entités légalement constituées luttant contre ce phénomène. Poursuivre cette récente tournée entreprise dans certaines écoles de la capitale, là-bas, la sensibilisation a été au rendez-vous. Ahmed Ferland-Béni, reportage. Au niveau des violences faites en milieu scolaire, deuxième thème qui a retenu notre attention, nous nous sommes entretenus avec les responsables pédagogiques, donc les enseignants eux-mêmes, les responsables administratifs, pour leur entretenir sur les dispositions prévues par notre législation concernant les enfants, concernant les violences faites aux enfants. À commencer par les châtiments corporels. Et nous avons déduit en définitif qu'il faut proscrire, qu'il faut interdire tout châtiment corporel, toute violence, quelle que soit la nature, à l'endroit des enfants. Et pour renchérir en disant que la violence ne saurait être la solution pour éduquer ou pour faire comprendre
faire passer le message. Et sur cette note, nous nous sommes accordés à ce que, d'une part, les droits soient respectés vis-à-vis des enfants, et d'autre part, que les devoirs des enfants soient aussi mis en exergue. Oui, je dirais que notre législation est claire. Hein. Nous avons deux supports, à savoir le code civil et le code pénal. En ce qui concerne les violences, c'est un mot qui englobe un certain nombre de faits et de démarches. Alors, nous allons, sur le plan pénal, nous allons parler des violences dans le sens dans le cadre des châtiments corporels, donc des coups ou une maltraitance. Cela est prévu, cela est puni par notre législation. Et puis au 4e jour de l'ouverture du premier salon d'art plastique de Libreville dénommé Libre Art, notons que les différents artistes viennent des 4 coins du pays planter le décor avec des originalités en la matière. Reportage. Ils sont peintres et sculpteurs venus des 4 coins du Gabon pour présenter leurs œuvres au grand public de Libreville. Je l'ai surnommé la pyramide des masques. Il y a 5 masques là qui représentent 5 ethnies. Je n'ai pas tout représenté parce qu'il y a plusieurs ethnies. Voilà, c'est des messages, c'est les masques de danse. D'où ça, la matière, c'est la pierre de Mbigou. L'inspiration, c'est vraiment un voyage spirituel. Hein. Ça ne vient pas comme ça. Voilà. C'est un don donc, qu'on ne peut pas vraiment expliquer, qu'on ne voit pas. Hein. C'est ce que j'ai dit au début, l'œuvre, vous le voyez physiquement, mais le message est derrière. De la pierre de Mbigou, taillée depuis des décennies dans notre pays au bois d'hiver, le maître Clotaire Babika nous présente ici sa sculpture placée sous le thème de la justice. Pourquoi l'égalité pour tous? Parce qu'on a constaté les dérives du point de vue scolaire, du point de vue social, du point de vue santé, du point de vue finance. Donc c'est un peu le résumé de tout ce qui se passe au Gabon. Le souhait le plus absolu d'un artiste, que quand vous voyez les deux balances, il faut que tous nous soyons égaux. Et là où ici la lumière rouge, on suppose que nous sommes dans le tribunal, tous sont des tonges rouges. Et quand vous avez péché, ça s'incline, ça suppose que vous descendez pour l'ascenseur pour être dans la prison. Et la prison, c'est ce qui est là, ce qui est en blanc là. C'est cette espèce de maison où personne ne sort, mais il y a quand même une vie, puisqu'il y a la lumière. Et si vous dépassez ces événements-là, vous rentrez au sous-sol. Au sous-sol, c'est que vous êtes vraiment condamné à mort. Condamné à mort, c'est là en bas là. Hein. Et je suppose que c'est mieux d'être juste vis-à-vis de la société et vis-à-vis du monde. Première édition d'art plastique au Gabon, intitulée Libre Art, verra au cours de ce salon un contraste entre doyens du domaine et jeunes peintres. Qu'ils soient donc peintres ou sculpteurs, les différents artistes useront de leur talent pour mettre en valeur la culture gabonaise. L'actualité hors de nos frontières nous amène tout d'abord en Sierra Leone, où les médecins continuent le combat seuls ou presque contre l'épidémie d'Ebola. Seul ou presque contre Ebola, des médecins continuent le combat. Nous sommes en Sierra Leone, au centre de traitement d'Hastings, en périphérie de la capitale Freetown, le seul lieu antivirus du pays géré par des Sierra-Léonais. Peu de moyens pour se prémunir contre Ebola, car pas de formation ou d'organisation comme dans les centres d'aide internationale, mais beaucoup de volonté. Celle d'un jeune docteur et de son équipe médicale.
Pas de confort, pas de salaire depuis des mois, mais ils ont toujours à cœur de remplir leur mission, celle de sauver des vies et d'empêcher la progression d'une épidémie, comme l'explique le docteur Sekou Kane. Nous n'avons pas d'équipement sophistiqué, nous n'avons pas toutes les choses que les gens pensent que vous avez besoin pour combattre le virus Ebola. Mais même si nous ne les avons pas, nous improvisons. Nous essayons de faire de notre mieux. Vous êtes avec moi, les gars? Même s'ils ne sont pas payés, ces gars-là sont prêts à risquer leur vie pour leur pays. D'après le dernier bilan publié par l'OMS samedi, la fièvre Ebola a fait plus de 7300 morts en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria, sur un total de plus de 19 000 cas recensés dans les 3 pays depuis le mois de mars. Grâce à une aide internationale de plusieurs milliards de dollars, Melabo comporte aujourd'hui des nettes rangées de maisons et de splendides mosquées, faisant presque oublier l'ampleur des destructions provoquées par le passage du tsunami en 2004 dans cette communauté de pêcheurs. Regardez. Un champ de ruines il y a à peine 10 ans, une ville pleine de vie aujourd'hui. Melabo, paisible communauté de pêcheurs sur la côte ouest de l'île de Sumatra en Indonésie. Le 26 décembre 2004, un tsunami a ravagé la ville, la plus proche de l'épicentre du séisme, à l'origine des vagues géantes qui ont détruit routes et lignes de communication. Durant des semaines entières, les habitants ont été coupés du reste du monde, obligés de se battre pour survivre. Je suis montée sur un mur très haut. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. Si je devais le refaire maintenant, je ne pourrais pas. J'ai même sauté très loin. Je ne sais pas comment j'ai réussi à faire ça. Nous sommes tellement traumatisés qu'à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, même s'il est très petit, même si c'est au beau milieu de la nuit, nous courons hors de la maison aussi vite que nous le pouvons. Le désastre a fait plus de 170 000 morts en Indonésie et des dizaines de milliers de victimes supplémentaires dans les pays bordant l'océan Indien. Face à l'ampleur de la catastrophe, la communauté internationale s'est mobilisée. Une aide de près de 7 milliards de dollars a permis de rebâtir plus de 140 000 foyers à travers Aceh, ainsi que des routes, des écoles, mais aussi des sirènes et des panneaux indiquant les routes par lesquelles s'échapper en cas de nouveau tsunami. Aujourd'hui, en 2014, Aceh a fait beaucoup de progrès. Les enfants dans les écoles apprennent les procédures de sécurité et comprennent les procédures d'évacuation. Les sirènes fonctionnent de nouveau et le centre de contrôle des opérations est en place et est fonctionnel. Mais beaucoup d'habitants vivent toujours près de la côte, parfois faute de pouvoir se reloger ailleurs. Nous voulons que le gouvernement achète notre maison, parce que personne d'autre ne veut l'acquérir. C'est trop près de la plage. Tout le monde est trop traumatisé pour l'acheter. De fréquents séismes dans la région continuent de rappeler la tragédie d'il y a 10 ans. Malgré tout, la plupart des habitants sont parvenus à rebâtir leur maison et leur vie sur les ruines de ce passé douloureux. Avec la chute de la valeur du rouble face à l'euro et au dollar, c'est la ruée sur l'automobile pour les Russes. Objectif, acheter aujourd'hui ce que l'on risque de ne plus pouvoir s'offrir demain. La chute du rouble provoque une ruée chez les concessionnaires automobiles en Russie. Objectif, acheter aujourd'hui ce que l'on risque de ne plus pouvoir s'offrir demain. Déjà, Nissan Motor et son partenaire Renault ont gelé les prises de commande sur certains modèles et relèvent leurs prix. Tel que nous voyons la situation, les prix vont continuer à grimper et de nouveaux lots de voitures vont arriver à de nouveaux prix. Malheureusement ou heureusement, nous ne pouvons pas évaluer maintenant l'ampleur de l'augmentation. Mais je conseillerais à mes concitoyens d'acheter une voiture maintenant parce que les prix vont encore augmenter.
Grâce à leur alliance avec Avtovaz, premier constructeur automobile russe, Nissan et Renault gagnent des parts de marché en Russie, mais s'attendent à le payer cher en effet de change négatif. Alors que les biens de consommation étrangers font office de valeur refuge, le secteur bancaire au bord de l'asphyxie tremble. Faute d'accès aux marchés internationaux du fait des sanctions occidentales, le taux interbancaire flambait à 30% ce vendredi, un record. Ce que redoutent les banques, c'est que les épargnants vident leurs comptes, mais les Russes, comme cet homme, font preuve de fair-play. Nous avons survécu à bien des choses ces 25 dernières années, il faut relativiser, dit-il. En fait, c'est terrible, tout l'électroménager est devenu plus cher. Je voulais acheter 2 ou 3 choses, mais je ne peux plus me le permettre. Je vais en faire mon deuil, dans la tristesse. De son côté, la Douma a adopté ce vendredi le projet de loi ouvrant la voie à la recapitalisation des banques par l'État à hauteur de 1 000 milliards de roubles, soit 13,3 milliards d'euros. Voilà, faisons à présent un tour rapide de l'actualité avec Le Monde en bref. Dijon est sous le choc au lendemain d'une série d'attaques. Dimanche, un chauffard a foncé sur des passants faisant 13 blessés. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a rendu visite aux victimes ce lundi. Selon la procureure, il ne s'agit pas d'un acte terroriste car l'homme qui a été arrêté était suivi en hôpital psychiatrique. Un accord est en vue entre le gouvernement et les urgentistes en grève. C'est en tout cas ce qu'affirme le ministère de la Santé. Les urgentistes réclament la réduction de leur temps de travail à 48 heures par semaine contre une 60aine actuellement. Par ailleurs, les généralistes fermeront leur cabinet demain pour protester contre le projet de loi santé. Fin du suspense en Tunisie. L'ex-premier ministre Béji Caïd Essebsi a remporté la présidentielle avec plus de 55% des voix devant le président sortant Moncef Marzouki. Nida Tounes, le parti d'Essebsi, avait déjà remporté les législatives en octobre. Jour de fête pour Airbus. L'avionneur a livré son premier A350 à Qatar Airways. 7000 ingénieurs ont travaillé durant 7 ans pour développer ce biréacteur long courrier de dernière génération. L'A350 peut transporter 315 passagers en moyenne sur une distance de 14 500 km. Près de 800 appareils ont déjà été commandés. Le Camp Nou de Barcelone est un des stades les plus célèbres d'Europe, mais savez-vous qu'on y joue sur un gazon des Landes ? Dans cette gazonnière, on cultive de la pelouse pour le stade du FC Barcelone et une vingtaine d'autres enceintes. Le secret de ce gazon tient à un sol sableux qui laisse filtrer l'eau, mais aussi à 12 mois d'entretien intensif. Le meilleur moyen pour obtenir un beau jeu au sol, très rapide. Du sport dans cette édition d'information. Après le tour de ville en patin, lequel avait à sa tête Vianney Akanga, président du roller au Gabon, les jeunes rollerman ont observé une série de freestyle avec la chaussure à roulettes. Ahmed Ferland, Béni et Vaka. Perçu comme un sport entraînant la rébellion, le roller est certes l'une des disciplines extrêmes de notre pays qui abrite de nombreux clubs visant entre autres à donner une meilleure image du roller au Gabon. Au Gabon, nous avons des clubs. Bien que pas reconnu juridiquement, présentement il n'y a un seul club reconnu juridiquement, c'est le Roller Park Boulevard. Mais en dehors du Roller Park Boulevard, vous avez le tout premier club qui est le R3G, suivi la Québec Roller, puis Roller Park Boulevard qui est arrivé en 3e position, ensuite le Pognon Roller, et après le Gabon Roller Forever, qui est le dernier club qui s'est engagé dans le même combat de promouvoir le sport de glisse, de mettre le sport de glisse en avant, enlever l'image de voyous qu'ont les gens lorsqu'ils voient les jeunes sur le roller. Pratiqué par des jeunes pleins de volonté et de courage, pour la plupart élèves et étudiants, le roller a bien aussi sa place dans le domaine juridique. Les gens se demandent pourquoi on voit les patineurs en route, c'est aussi un moyen de locomotion. Le code de la route, article R218, stipule que le patineur a le droit d'emprunter la chaussée au cas où les trottoirs ne sont pas appropriés. Donc, les gens souvent se disent que c'est interdit par la loi de pratiquer le roller sur la voie publique. Faux. Parce que le roller, c'est du sport. C'est pas... non, c'est du sport. C'est comme le football. Ça mérite d'être suivi comme tous les autres sports ici dans ce pays. Pour ces jeunes, un seul souhait, la prise en compte de cette discipline au même titre que d'autres sports.
Et puis la page sport de ce journal, c'est aussi la remise des équipements sportifs au club de première division du Gabon par la marque Erea, au cours d'une cérémonie qui a vu la participation des responsables de la FEGAFOOT et de la LINAF ce jour dans l'arène du Fair Play au stade d'Ngonje. Un récit de Daniel Adriana Nzengue. Bouffée d'oxygène pour les clubs du championnat professionnel de football du Gabon qui se sont vus remettre des équipements sportifs composés dans leur ensemble de séries de maillots, des ballons de football, des paires de bottines et autres accessoires concourant à la bonne pratique de la discipline reine. Au cours d'une cérémonie qui a vu la présence du deuxième vice-président de la Fédération gabonaise de football, du président de la LINAF et du représentant Afrique de la marque Erea. Un geste venant à point nommé au moment où le championnat national se veut davantage professionnel. Vous connaissez la valeur du vestimentaire dans l'environnement du football. Les équipements de qualité participent à l'amélioration de l'image des clubs, la création ou l'ancrage de l'identité visuelle des équipes, la vente de l'image du club en toutes circonstances, lors des voyages, lors des conférences de presse, etc. Quant à Erea, il s'agit d'une entreprise italienne fondée en 1988. C'est le premier équipementier sportif de sa taille à recevoir la certification écologique Ecotext. Certification qui atteste la non-utilisation des colorants nocifs pour l'être humain et pour l'environnement. Cet élan de solidarité prouve à juste raison les relations qui doivent désormais exister entre la FEGAFOOT, la LINAF et la marque bienfaitrice. Au-delà de cette heureuse nouvelle, bon nombre des férus du ballon rond se posent la question sur l'éventuelle reprise du National Foot. Une reprise attendue jusque-là par les footballeurs et autres supporters qui veulent décidément renouer avec les différents aires de jeu et tribunes de la place. Pour moi, c'est vraiment un honneur d'être là et de pouvoir remettre en compagnie du président, le matériel destiné au club. Ils sont pour appel plus de 10 clubs évoluant au championnat national professionnel de première division. Au vu de tout ceci, la prochaine édition du National Foot promet un véritable mano à mano entre les différents clubs en lice. Le représentant Afrique de la marque Erea justifie ici l'intérêt d'une telle initiative. Je voudrais, au nom du président de la Fédération gabonaise de football, M. Pierre-Alain Mungengi empêché, dire un mot à la suite de ce que le président de la LINAF venait de prononcer. Je voudrais tout d'abord remercier la société Erea d'avoir accepté ce contrat sponsoring fournisseur et qui devait débuté depuis l'année dernière, mais pour des raisons indépendantes de notre volonté, ça s'est fait après un an, donc après une saison sportive. Mais vaut mieux tard que jamais. Les instances sportives impliquées pour la mise en œuvre du championnat de football de première division sont invitées à regarder dans la même direction pour une reprise efficiente de la compétition dans les plus brefs délais. Dans tous les cas, tous à vos crampons. Nous l'annoncions il y a quelques instants dans le cadre de l'invité de la rédaction. Nous recevons M. Albert Bernard Bongo, président de la sous-commission secteur privé. Il s'entretient avec Ousmane Mbina sur les images d'Isiak Fafouni. Dans le cadre de l'invité de la rédaction, nous recevons M. Albert Bongo, qui est président de la sous-commission secteur privé, avec qui nous allons lever un coin de voile sur les missions de la dite sous-commission et voir également dans quelle ambiance cette commission évolue. Alors, Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la sous-commission secteur privé, mais également qui a des missions bien spécifiques. Vous le confirmez? Oui, je suis président de la sous-commission privée groupe numéro 5, qui a une thématique, l'amélioration du cadre du travail du secteur, des travailleurs du secteur privé.
Voilà, déjà, comment se déroule l'ambiance au sein de cette sous-commission? L'ambiance, il provo. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Je pense que c'est vraiment la bienvenue. Il y a une ambiance. Nous avons pu identifier 6 secteurs d'activité, à savoir le transport dans sa globalité, ça veut dire ferroviaire, maritime, terrestre et lagunaire, aérien. Nous avons identifié le gardiennage, la sécurité. Nous avons identifié les mines, industrie, bois, sillage, plaques et forêts. Nous avons identifié le commerce formel et informel, artisans, sociétés, la mise en disposition du personnel. Voilà un peu les secteurs d'activité que nous avons pu identifier et dans l'amélioration de leur cadre du travail. Voilà. Est-ce que vous pensez, Monsieur le Président, au regard justement du temps qui vous est imparti, que la Commission va respecter quelque part les délais? Oui, par rapport au temps qui nous a imparti, parce que le 17 novembre, lorsque le chef de l'État nous avait reçus, et il nous avait mis à la disposition de venir travailler, et on a été reçus par le Premier ministre chef du gouvernement. Nous avons eu le premier délai, c'était 2 semaines, et aujourd'hui, nous, dans le secteur privé, nous avons respecté les délais parce que aujourd'hui, lundi, nous allons rentrer d'abord à la première, les sous-plénières, avant de rentrer à la grande plénière. Donc on respecte les délais. Voilà. Parlez un peu, dites-nous un peu un mot sur les conditions de travail, le cadre, comment vous le trouvez? Bon, il y avait beaucoup de choses à faire. Il y avait des choses dans le cadre infrastructurel. Il y avait des anomalies qu'il fallait revoir. Il y avait des problèmes au niveau du code du travail qu'il fallait revoir. Il fallait revisiter les conventions collectives. On a regardé la non-application des textes réglementaires régissant le code du travail dans son ensemble. Donc voilà un peu des problèmes point par point que nous avons examinés. Et j'espère qu'au terme de nos travaux, nous avons eu à faire des recommandations et maintenant, quitte au gouvernement de mettre en application toutes les recommandations que nous avons mis en place. Est-ce que les Gabonais peuvent ici fonder l'espoir qu'une fois en fait ces échanges terminés, le climat social au Gabon sera également amélioré, sinon assaini? Bon, moi je pense que ça c'est la politique maintenant du gouvernement parce que le 17 novembre, lorsque le chef de l'État nous avait reçus à la présidence, je pense que le chef de l'État, dans sa philosophie, nous a remis le pays en main parce qu'il nous a demandé, il nous a conviés de venir écouter ce qu'il nous appelait et maintenant il nous a donné une mission et cette mission c'était de venir réfléchir tous les problèmes liés à caractère professionnel et que tous les points doivent être débattus. À la fin des travaux, nous allons rendre compte à la grande plénière qui sera présidée par le président de la commission qui est à la personne du Premier ministre chef du gouvernement. Donc maintenant, par rapport à votre préoccupation, moi je pense que le gouvernement dans son ensemble vont mettre en exergue tout ce que nous allons mettre en pratique pour que ça soit appliqué et que l'espoir des Gabonais soit matérialisé. Voilà, Monsieur Albert Bongo, nous allons boucler notre entretien. Peut-être souhaiteriez-vous revenir sur un aspect que vous estimez avoir été passé piège joint? Oui, bon, l'aspect c'est puisque déjà je suis leader syndical dans le secteur des transports. Vous-même, vous voyez ici avec tout ce qui se passe comme désordre dans le secteur des transports. Donc nous avons mis un accent particulier dans le secteur des transports terrestres en ce qui concerne le transport urbain. Donc nous avons épluché les textes réglementaires et puis la confusion qu'il y avait sur le terrain sur le cadre institutionnel entre la mairie de Libreville et le ministère des Transports. Donc nous avons demandé à ce que chaque administration, n'est-ce pas, ne doit plus usurper les attributions d'une autre. Donc ce qui est fait, le message c'est que à partir de l'exercice de 2015, la mairie de Libreville va mettre en place sa politique et le ministère des Transports qui réglemente l'activité va prendre toutes ses attributions pourvu qu'il n'y a plus conflit de compétences. Merci. Voilà, c'était M. Albert Bongo, président de la sous-commission secteur privé, avec qui nous levons justement il y a quelques instants un coin de voile. Merci de nous avoir suivis.
Voilà, c'est sur cette note que prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.